The Wire, créé dans les années 2000, nous embarquera par le prisme d'une ville, Baltimore, et au fil de ses 5 saisons, dans les méandres du fonctionnement d'une société. Et afin de l'appréhender au mieux, il est important de connaître son créateur, David Simon, qui, avant d'être un showrunner, est journaliste. Un élément fondamental pour comprendre le fonctionnement de la série et son aspect presque documentaire. Car Simon fut pendant 15 ans au plus près du fonctionnement de cette ville en tant que journaliste au Baltimore Sun, où il tenait la rubrique homicide. Il se mettra aussi pendant 1 an en retrait du journal afin de suivre des détectives dans leur travail, se retrouvant ainsi en immersion complète dans leurs enquêtes et la vie de police. Il en sortira alors un livre de 600 pages sur la vie et les problématiques dans les rues de Baltimore, Homicide, A Year on the Killing Streets. Quelques années plus tard, il remettra à contribution ses talents de reporter et narrateur pour un nouvel ouvrage, The Corner. Une plongée vers l'autre face du monde de la drogue avec les consommateurs et dealers. Ces 2 livres très complémentaires permettent de révéler un paysage complet de cet univers. A noter que The Corner est coécrit avec Ed Burns, un détective qu'il avait rencontré durant son temps au Baltimore Sun et qui deviendra alors quelques années plus tard co-scénariste dans The Wire. Ed Burns lui permettra alors d'apporter sa vision interne de l'univers policier de Baltimore, mais aussi son système éducatif, ayant été prof pendant 7 ans après sa retraite de la police. Le mélange ainsi fait de ces 2 personnes, le savoir acquis dans leurs milieux respectifs et étant tous les 2 conduits par un même esprit critique, permettra alors de créer un des joyaux de la télévision américaine. Il est difficile d'enfermer The Wire à un seul thème, mais il est possible de tirer 5 grandes thématiques auxquelles chaque saison aura sa prédominance. La criminalité et l'univers policier, la classe ouvrière, la politique, la jeunesse, le système éducatif et enfin le journalisme. Et si chaque saison a son thème de prédilection, ils n'arrêteront pas d'interagir afin d'offrir une vue éclatée et précise de l'ensemble des forces en présence. La police restera un pilier central de narration durant toute la série, mais n'hésitera pas par moment à passer au second ou troisième plan pour mieux mettre en avant des problématiques et enjeux nouveaux ou peu expliqués. Mais ce qui est sûr, c'est que le personnage principal de The Wire reste Baltimore. David Simon se sert de sa ville de résidence et de travail comme miniature des États-Unis, lui permettant alors d'exposer les problèmes dont la société américaine est rongée. Du plus petit policier à celui qui fait les politiques, chacun dans son rôle et chacun ayant souvent, pour différentes raisons, trop peur de remettre en question les conventions établies. La saison 3 est dans ce cas un exemple, et je pense la plus parlante pour Simon. Le major Colvin, proche de la retraite et n'ayant rien à perdre, voyant depuis des décennies le manque de solutions apportées par la hiérarchie et les politiques, créera avec un quartier déserté de son district un lieu de dépénalisation de vente et de consommation de drogue. Ce lieu démontrera, s'il est bien géré, des résultats positifs sur la population et la criminalité globale, mais aussi plus de temps pour les policiers et le travail de police. Car comme la série ne cesse de nous le répéter, le système entier est rongé par les chiffres, le besoin constant de montrer une fausse efficacité en arrêtant pour possession et vente de drogue, ce qui empiète sur le vrai travail d'enquête requis pour résoudre des faits criminels, meurtres, viols, car un policier consacré à ce genre d'investigation s'en occupera souvent plusieurs semaines avant d'avoir des réponses et des résultats parfois aléatoires, alors que la récompense est simple et instantanée pour possession de stupéfiants. These guys were in radio cars 2 months ago, chasing calls, clearing corners. I pulled them to do felony follow-up. More police work, less bullshit, and that's why my crime is down. À moindre échelle, cette politique du chiffre a pu être constatée aussi en France, sous l'ère Sarkozy. Et si cela reste en moindre mesure, car nos lois et efforts politiques sont à juste titre loin de la répression des États-Unis, cela est resté une politique de boost des statistiques policières en arrêtant pour possession. Et ce, dans le but de montrer une fausse efficacité de la police, car les chiffres d'arrestation et de dossiers clos deviennent alors plus élevés. Si on avait voulu faire une politique de fond, on aurait fait de l'investigation, de l'enquête, de la recherche. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, on n'a pas de résultats immédiats, ça fait pas beaucoup de chiffres, ça peut prendre des mois. Donc, tant pis quoi, on fait pas le travail de fond, donc la situation dégénère. Et on ramasse l'écume en faisant du chiffre avec les acheteurs de drogue, les petits délits contraventionnels, la sécurité routière, enfin voilà. Ce système addict aux chiffres nous sera montré sous toutes les coutures, et il en sera ainsi question dans la saison 4 pour le domaine éducatif, et la loi No Child Left Behind, les écoles recevant l'argent de l'État fédéral selon les résultats des élèves à des tests de fin d'année. Les enseignants sont alors contraints par leur hiérarchie de consacrer du temps d'enseignement à l'apprentissage direct de ces tests et de leurs réponses, l'éducation étant alors clairement mise sur le côté, la loi n'étant pas appropriée pour des écoles avec des élèves en difficulté. Et si elle a été abrogée en 2015
2001 sous l'ère Obama, les tests standardisés sont restés. Skill sets are one thing, but this has us teaching test questions directly. Test questions that involve skills. I don't see your point. I don't see the math section. These are all language arts questions. Our grade is failing on standardized tests last year. So for the time being, all teachers will devote class time to teaching language arts sample questions. If we're teaching the kids the test questions, what is it assessing in them? Nothing. It assesses us. The test scores go up. They can say the schools are improving. The scores stay down. They can't. Cette politique du chiffre présente à tous les étages n'arrêtera pas d'être dénoncée, des conséquences sur le long terme pouvant être constatées. Dans la police, le savoir-faire d'enquête étant de plus en plus perdu, le résultat de décennies de ces mauvaises pratiques. Locking people up for drugs is basically going out in a place like Baltimore and doing fish in the barrel, which is to say, oh, you get up against the wall, I'm going into your pockets. Oh, you didn't find it in your pocket? It's down on the street there? Okay, this one belongs to you. Take the charge. I got a stat, I'm getting court pay, I'm getting overtime. You know, I did this at the end of my shift, so I'll get 4 extra hours processing at evidence control. And then at the end of the month, I'll have 30 arrests, and it'll look like I'm doing my job, and I'll get promoted, and I'll be the sergeant, and I'll be the guy who trains the next generation of police how not to do their jobs. That was the drug war. That's what destroyed the police department in my city. C'est donc une véritable Amérique malade que l'on voit se dérouler au fil de ces 5 saisons. Malade par exemple de sa classe ouvrière. Ceux qui faisaient la fierté de l'Amérique dans les années 60 sont souvent aujourd'hui les perdants du monde moderne, étant les laissés pour compte d'un État peu présent en comparaison des pays européens. Car aux États-Unis, pas d'assurance maladie publique, pas de droit à la grève, pas d'indemnité de licenciement obligatoire, et enfin un salaire minimum qui stagne depuis une décennie. For 25 years, we've been dying slow down there. Dry docks rusting, piers standing empty. My friends and their kids like we got the cancer. No lifeline got thrown all that time. Nothing from nobody. You want to help us? Help me? Ces personnes représentant la classe des oubliés, et ce depuis des années, nous aident à mieux saisir le fossé de classe creusé aux États-Unis et les conséquences qu'entraîne un tel abandon. The Wire nous offre ainsi l'opportunité de mieux comprendre l'attrait de ces personnes à un certain discours démagogique, comme la politique de Trump ou le succès toujours aussi présent de médias nourrissant la peur constante du déclassement des USA, censé être, aux yeux des Américains, le plus grand pays au monde. They want you to believe that there's only one side to this story, and that their so-called facts cannot be denied. But we have some facts of our own, don't we? Don't believe the crap you see from these people, the fake news. And just remember, what you're seeing and what you're reading is not what's happening. Afin d'accentuer l'ancrage du réel dans la série, Simon n'hésitera pas à intégrer des éléments véridiques pour briser un peu plus le pont entre fiction et réalité. Des policiers de Baltimore, souvent acteurs dans la série, des journalistes, mais aussi des personnes se trouvant de l'autre côté de l'échiquier. Le plus important étant Little Melvin, qui fut le plus gros importateur d'héroïne à Baltimore dans les années 70-80. Et certaines de ces méthodes utilisées pour son trafic seront directement retranscrites. Et si ça ne suffisait pas, ce fut Ed Burns, le co-scénariste de The Wire, qui enquêta et qui arrêta Little Melvin. L'ancien baron de la drogue qui, une fois en prison, fera l'objet de plusieurs interviews de David Simon pour le Baltimore Sun. On peut aussi prendre le rôle d'Omar, un des plus excentriques et cinématiques des personnages, celui préféré de l'ancien président des États-Unis, pas rien. Omar's, by the way, my favorite character. Ce personnage étant lui aussi, mais assez librement, inspiré d'un véritable braqueur de dealers des années 80. That's my money. Man, money ain't got no owners, only spenders. I tell you something else. I like that ring too. Boy, you got me confused when a man repeats himself. À l'époque du tournage de The Wire, Baltimore atteignait déjà les 300 homicides par an, la série en faisant un pivot de son histoire. Get the murders down to under
250 for the year. All due respect, Mr. Mayor, we're at 232 now. What can you realistically do? Our best case scenario, if we bump overtime, is 275, maybe. Aujourd'hui, le nombre monte à 340, un chiffre dramatique si on le met en comparaison à une ville française similaire en taille. Baltimore est ainsi devenue en 2017 la métropole la plus meurtrière des États-Unis par nombre d'habitants devant Détroit. 55 homicides pour 100 000 habitants, très loin de la moyenne nationale des États-Unis et encore plus avec celle de la France qui compte 5 fois moins d'homicides que les USA. Une ghettoisation et la prolifération des armes étant certainement des causes. Et si le problème des armes à feu n'est pas directement abordé, cela reste indirectement clairement démontré avec la facilité pour tout le monde d'en posséder et d'en disposer à leur guise. Il est, je pense, difficile de dissocier le message politique de la série tant il est ancré dans son ADN. David Simon ayant eu pour but de mettre le projecteur sur des négligences du système et d'exorciser ainsi ses frustrations au Baltimore Sun de n'avoir pu aborder des problèmes de fond sur le long terme. Car avant qu'il quitte le journal, le Baltimore Sun procédait déjà à des licenciements économiques. Et ce, avant même l'ère d'Internet et la crise que ça engendra dans les rédactions. Et qui parle d'économie parle encore une fois réduction de budget dans les domaines peu rentables, ou très consommateurs en ressources. Donc travail d'enquête, de reportage nécessitant du temps et des moyens sur une longue période. On en revient encore là, et le parallèle avec le travail de police. Un budget réduit et une demande toujours aussi importante de résultats entraînent alors presque à coup sûr des défaillances. Robberies in the Southwest District in Baltimore went down 70% in 1 year. I'm not kidding. What happened? They promoted the commander to CID. They put an honest guy in after him. Robberies went back up 70%. They started, at the Comstat meetings, they started beating him up because he let it get out of control, supposedly. Simon s'est donc intelligemment approprié le support fictionnel que lui permit la télévision pour nous montrer avec pédagogie un monde et des défaillances peu exposés. In addition, we will hold this year's murders to 275 or less. Deputy, as familiar as we all are with the urban crime environment, I think we all understand there are certain processes by which you can reduce the number of overall felonies. You can reclassify an ag assault or you can unfound a robbery, but how do you make a body disappear? There isn't one of you in this room who isn't here by appointment. If you want to continue wearing those oak clusters, you will shut up and step up. Any of you who can't bring in the numbers we need will be replaced by someone who can. The Wire fut malheureusement et injustement souvent critiqué pour sa lenteur, n'hésitant pas à aborder des sujets souvent peu glamour. De fait, durant toute sa période de diffusion, l'audience restera jusqu'à la fin très basse, et n'acquit ironiquement sa renommée qu'une fois la série achevée. En conclusion, vous l'aurez compris, ce n'est pas une série tout à fait normale, et sa différence en fait sa force. Elle démontre, si on en avait besoin, que la qualité ne vient pas forcément de la popularité. Parfois pénible pour nous spectateurs de par sa vision dure du monde et des personnes, elle nous récompensera alors avec parcimonie par des moments de grande simplicité, mais d'une grande force que seule une maléfique série peut nous apporter. Son humour souvent noir, parfois débile, nous aidera aussi à mieux survivre au maltraitement qu'elle nous fait subir. Enfin, la réalité dans laquelle elle est définitivement ancrée en fait sa longévité, car aussi longtemps que les États-Unis resteront dans ce paradigme, elle restera d'actualité.